Bonjour et bienvenue dans cette table ronde sur un sujet majeur pour nous les Européens, réconcilier concurrence et politique industrielle. Le sujet est majeur, nous racontons chaque jour dans le journal où je suis éditorialiste, Les Échos, je m'appelle Jean-Marc Vittori. Donc dans notre journal, nous racontons chaque jour les avancées de la Chine, des États-Unis face à une Europe qui est à la peine. Avec des subventions, avec des réglementations, la Chine s'est désormais imposée en position de force sur tous les compartiments de la transition énergétique, des panneaux solaires jusqu'au nucléaire, en passant par les voitures électriques et la séquestration du carbone. Elle montre aussi en puissance sur l'intelligence artificielle, comme on l'a vu avec DeepSeek en début d'année. Elle maîtrise la filière des terres rares dont on a beaucoup parlé récemment, une filière indispensable au numérique et à l'industrie de défense. Les États-Unis, eux, dominent largement le numérique et tout ce qui va avec, comme le montrent les valeurs absolument extraordinaires ou extravagantes, choisissez des géants du secteur. Ils pourraient couper largement notre accès à nos ordinateurs et à Internet demain, s'ils le voulaient. On voit déjà des exemples ponctuels. Dans ces deux pays, il y a une politique industrielle et aussi une politique de la concurrence menée de pair. L'Europe, elle a à cet égard une toute autre histoire. Elle s'est construite à partir des années 1950 sur la base d'un marché. Il était donc essentiel que les règles de concurrence soient bien appliquées. La politique industrielle, elle a toujours été à hu et à dia. Il y a toujours eu beaucoup d'hésitations dessus. Et je vais me permettre d'évoquer un souvenir personnel. Le tout premier papier de commentaire que j'ai fait, il y a 41 ans, était « Faut-il renforcer la politique industrielle ?» Et donc, le débat, il est là depuis très longtemps et il revient en force, je pense, particulièrement aujourd'hui. Les piliers industriels de l'Europe au XXIe siècle, ceux qui ont vraiment tiré la puissance économique de l'Europe, l'automobile et la chimie, s'effritent et menacent de s'effondrer alors que la souveraineté économique devient un enjeu essentiel, comme on l'a vu depuis 5 ans avec les vaccins du Covid, le gaz russe et bien d'autres produits. Faut-il laisser faire? Faut-il encourager des entreprises? Faut-il encourager des secteurs? Comment le faire efficacement? Faut-il changer les règles de la concurrence que la direction la plus puissante de la Commission européenne, la fameuse DG Comp, applique parfois sans hésiter, ou du moins c'est l'impression qu'on peut avoir? Comment faire pour que l'Europe innove davantage? Nous avons la chance d'avoir un panel hautement compétent pour répondre à ces questions. Nous devions avoir un prix Nobel, et puis finalement nous en avons 2. Puis nous avons l'une des toutes meilleures spécialistes françaises des questions de concurrence, qui a une expérience à la fois de chercheuse et d'économiste chevronnée, mais aussi une expérience de praticienne qui nous sera précieuse dans ce débat. Vous pourrez m'envoyer vos questions avec le dispositif habituel des DGECO, un numéro de téléphone qui va s'afficher régulièrement sur les écrans et que je pourrai réceptionner grâce à la tablette. Alors, on va commencer tout de suite, on va rentrer tout de suite dans le débat. L'Europe a-t-elle une politique de la concurrence trop forte, une politique industrielle trop faible, ou les deux, ou aucun des deux? Et je vais commencer avec Philippe Aghion, pas parce qu'il est le coprésident du comité scientifique des journées de l'économie, pas parce qu'il a été distingué il y a 1 mois par le Nobel d'économie, ou plus précisément le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel, mais parce que son avis sur la question s'est affiné au fil du temps. Comme il s'intéresse beaucoup aux questions d'innovation, il était au départ très partant de la concurrence pour éviter la stagnation dite séculaire, qui est un débat qui a été très animé dans la sphère académique depuis une bonne dizaine d'années. Cette politique de la concurrence, on oublie la politique industrielle. On peut parfois avoir des questions qui se posent, et c'est ce qu'on voit évidemment avec ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et en Chine. Et je voudrais que tu commences par nous expliquer ça. Merci beaucoup de m'avoir introduit, d'avoir introduit cette session. Oui, voilà. Donc, moi, dans ma vie, un peu la vision que je développe, un peu de la vision schumpeterienne, la théorie de la croissance schumpeterienne qu'on a développée avec mon co-auteur Peter Howitt, qui est lauréat également avec moi, c'est l'idée que une économie prospère, c'est une économie où sans arrêt, il y a de nouveaux entrants qui arrivent, de nouveaux talents qui s'affirment et qui peuvent se développer. Évidemment, ces talents se développent et le danger, c'est qu'une fois qu'ils se sont développés, ils empêchent de nouveaux talents d'arriver et de les défier, en fait. Voilà. Et Schumpeter lui-même avait cette crainte que les innovateurs d'hier se transforment en intérêts acquis
qui empêchent de nouveaux innovateurs d'arriver. Donc il faut être sûr qu'on a une économie où sans arrêt il y a de nouveaux talents qui arrivent, qui peuvent se développer, et qu'une fois qu'ils se développent, ils n'empêchent pas des nouveaux talents de faire pareil. Donc la concurrence, c'est quelque chose de fondamental. Je veux dire, je crois que c'est à la base, enfin, une économie d'innovation a besoin de concurrence, et on innove pour échapper à la concurrence. C'est-à-dire, les nouveaux talents viennent défier les intérêts acquis, ben voilà, il y a une manière pour eux, ben, ils peuvent survivre, mais ils doivent s'améliorer pour survivre à cette concurrence. Et donc la concurrence vous incite à mieux faire, et c'est une force extraordinaire dans une économie d'innovation. Donc je suis profondément quelqu'un qui croit dans les vertus de la concurrence, et l'Europe a la chance d'avoir une commission concurrence qui quand même a pris beaucoup de très bonnes décisions, et voilà, et c'est une chance, et voilà, et souvent on a fait du bashing contre la commission de la concurrence. Je pense que c'est une chance d'avoir en Europe une commission de la concurrence très active. Voilà. Donc je veux dire d'abord que je suis quelqu'un qui croit profondément dans les vertus de la concurrence. Effectivement, tu mentionnais la stagnation séculaire, il y a eu la révolution des technologies de l'information. Au début, il y a eu ça a dopé la croissance aux États-Unis entre 1995 et 2005, mais ça a fait émerger les GAFAM. Au début, elles ont poussé la croissance aux États-Unis, mais elles sont devenues tellement tentaculaires parce qu'elles ont pu faire des fusions-acquisitions sans limite, parce que la politique de concurrence n'était pas au rendez-vous aux États-Unis, qu'elles ont fini par décourager de nouveaux entrants. Voilà. Et ça a provoqué en partie le déclin de la croissance aux États-Unis. Donc la concurrence, c'est très important. Mais je ne veux pas rester trop long, mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a le décrochage, on observe un décrochage technologique de l'Europe par rapport aux États-Unis et à la Chine aussi, un peu. Et en partie, on se rend compte qu'aux États-Unis, eh bien, ils ont réussi à réconcilier. Alors, il y a des défauts dans la politique de concurrence, mais ils ont de la politique de concurrence quand même, et une forme de politique industrielle. On parlera des DARPA, Defense Advanced Project Agency, qui sont des manières de faire de la politique industrielle qui essayent de réconcilier politique industrielle, politique de la concurrence. Donc aux États-Unis, ils ont réussi quand même à trouver des moyens de réconcilier, imparfaitement, mais on en parlera. Et en Chine, ils ont une façon, ils donnent des subventions, mais souvent ils mettent des entreprises en concurrence. Ils font un peu aussi de la yardstick competition, c'est-à-dire que ce n'est pas de la concurrence forcément de marché, mais c'est une autre forme de concurrence, c'est-à-dire que j'aide plusieurs personnes et je les mets un peu en rivalité les uns avec les autres. Voilà. Alors, ce n'est pas la même forme de concurrence que dans nos pays à nous, mais c'est vrai qu'il y a un point commun qu'ils ont essayé quand même de mettre un peu des deux. Et se pose en Europe la question de savoir est-ce qu'on va pouvoir rattraper les États-Unis, est-ce qu'on va pouvoir inverser la courbe et endiguer notre déclin technologique sans ajouter à la politique de concurrence que nous avons, sans d'abord peut-être l'améliorer, et puis peut-être l'y adjoindre une politique industrielle intelligente dans des domaines comme la défense, les biotech ou la transition énergétique. Est-ce que ce n'est pas des domaines où on peut imaginer une façon de faire de la politique industrielle qui dope la concurrence, qui ne se mette pas en travers du chemin de la concurrence, puisque à nouveau, la concurrence, c'est quand même une force motrice très, très fondamentale de la croissance par l'innovation. J'étais un petit peu long, mais c'est un petit peu comme ça que je vous répondrai à ta question. Merci. Aux États-Unis, la politique industrielle est souvent un peu cachée. Tu évoquais la puissance américaine, mais donc il y a des mesures qui sont prises, mais il y a aussi des efforts en amont. Les géants du numérique aujourd'hui, dont on parle tous les jours, les technologies sur lesquelles ils s'appuient, que ce soit l'ordinateur ou Internet, tout ça, c'est issu de projets au départ de recherche publique qui ensuite sont passés dans le privé avec une puissance absolument redoutable. Anne Perrault, toi tu es inspectrice générale des finances, tu as beaucoup œuvré sur les questions de concurrence, tu as été vice-présidente de l'Autorité française de la concurrence, qui est l'organisme en France qui se prononce sur les cas de concurrence, et puis tu as fait partie aussi de groupes de réflexion, d'un groupe d'experts notamment qui est chargé de conseiller la Commission européenne sur ces questions. Vous expliquer pourquoi c'est difficile de mettre sur un même plan la politique de la concurrence et la politique industrielle, parce qu'elle repose en fait sur des philosophies qui sont très différentes. Peut-être revenir un petit peu sur les philosophies qui animent la politique de concurrence d'un côté et la politique industrielle de l'autre, pour lequel j'aurais du mal à définir une philosophie en réalité. La philosophie de la politique de la concurrence, c'est que, sauf exception,
le marché est à la fois le pourvoyeur des bonnes incitations pour les agents à entreprendre des investissements, à entreprendre des nouveaux projets, à faire de nouvelles offres, à mettre de nouvelles offres sur le marché, à comprendre qu'il y a des évolutions technologiques dont il faut se saisir. Et donc, elle veille à ce que le fonctionnement concurrentiel des marchés soit assuré en luttant contre les ententes entre entreprises, qui souvent visent à établir les prix à un niveau qui n'est pas concurrentiel, ou les abus de position dominante. Alors c'est beaucoup de ça en fait qu'on parle quand on discute des frontières politiques de concurrence et politiques industrielles, parce qu'évidemment pour abuser d'une position dominante, il faut être dominant. La domination en soi d'un marché n'est pas du tout quelque chose contre lequel lutte la politique de la concurrence, mais elle lutte contre l'abus de cette position, c'est-à-dire contre le fait que les grandes entreprises ont quand même tendance à vouloir préserver leur espace vital et leur part de marché en s'opposant à l'arrivée de nouveaux entrants, notamment quand ils ont des innovations technologiques qui menacent le business model des entreprises en place. Alors évidemment, il y a des exceptions à cette règle selon laquelle le marché est quand même le pourvoyeur des bonnes incitations et finalement correspond plus ou moins à un optimum social dans l'organisation de l'économie. Et ce qu'on a dans notre jargon économique, il y a ces exceptions, c'est ce qu'on appelle des défaillances de marché. Donc a priori, la politique industrielle, c'est-à-dire quelque chose justement, une politique qui s'applique aux entreprises et qui intervient sur les marchés, ce qu'elle ne devrait pas faire si tous les marchés fonctionnaient parfaitement bien. La politique industrielle, elle s'appuie en principe sur ces défaillances de marché pour dire, ben là, le marché ne fonctionne pas bien et donc on va intervenir. Alors, le problème, c'est que en réalité, en France, en Europe, c'est un peu moins vrai, mais en France, la politique industrielle, elle est souvent synonyme de il faut que l'État définisse des champions nationaux, c'est-à-dire des entreprises que l'État aura choisies, et ces entreprises-là, on va les appuyer en les subventionnant. Ces entreprises-là, on va les appuyer en faisant des transferts d'argent public, et c'est souvent à ça, finalement, que se résume la politique industrielle. Alors, si on essaye de regarder quelle est la philosophie sous-jacente de la politique industrielle, ben, on a un peu de mal, parce que cette définition est très évolutive suivant les périodes. Alors, on pourrait dire, ben, c'est favoriser l'activité des entreprises, les aider à devenir puissantes, à exporter, à conquérir des marchés à l'exportation, etc. Mais on voit que finalement, à chaque fois qu'on veut intervenir dans le fonctionnement des marchés, on trouve un nouvel objectif pour la politique industrielle. Et ces dernières années, on a beaucoup rajouté l'objectif de souveraineté. Personne ne sait exactement ce que ça veut dire. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, la souveraineté, c'est quoi, a priori? C'est l'idée qu'on a besoin de personne. Donc ça, c'est une idée qui est assez absurde dans le fonctionnement économique, parce qu'en réalité, on a toujours besoin de s'intégrer dans une chaîne d'input, de technologie, d'output, de commercialisation des produits. Et donc, l'idée qu'on doit avoir besoin de personne et être souverain de A à Z est un peu absurde. Donc finalement, la politique industrielle, on lui ajoute des objectifs, dont dernièrement cet objectif de souveraineté. C'est beaucoup arrivé après la crise Covid, quand on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de mal à s'approvisionner en masques, par exemple. Alors faut-il pour autant créer toute une filière du masque dont on n'aura pas besoin 99% du temps, c'est pas tout à fait certain. Alors, on reviendra sans doute sur les outils qu'utilise la politique de concurrence pour préserver ce fonctionnement concurrentiel des marchés, mais grosso modo, il y a le contrôle des concentrations, et Philippe a fait allusion tout à l'heure à l'un des moyens par lesquels de très grandes entreprises annihilent toute possibilité de concurrence, eh bien, c'est de racheter des petits concurrents qui pourraient représenter une menace. Et alors là, de deux choses l'une, soit ces petits concurrents sont développés à l'intérieur de grandes entreprises, parce que finalement, le petit concurrent qu'on a racheté, eh bien, on se rend compte que c'est lui qui a la bonne innovation qui va nous permettre de gagner des marchés supplémentaires. Mais dans ce cas-là, peut-être que ça aurait été bien que ce concurrent se développe de manière autonome. Donc, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est je rachète un concurrent et j'arrête son activité parce qu'il menace des produits ou des services que je vends moi-même sur le marché. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les killing acquisitions. Et je dirais que c'est un peu un angle mort
du contrôle des concentrations par les autorités de concurrence, parce que bien souvent, ces killing acquisitions, bon, pour être contrôlées, une fusion doit dépasser certains seuils de chiffre d'affaires. Souvent, les petites startups qui sont ainsi rachetées ne dépassent pas ce seuil de chiffre d'affaires et donc ne passent pas sous le regard des autorités de concurrence. Et c'est un problème. Par exemple, il y a une fusion, il y a plusieurs fusions que Google a fait, ce qu'on appelle le secteur des AdTech, qui est quand même le business model de Google, jusqu'ici. Ça va peut-être changer avec l'IA, mais jusque-là, Google se rémunère en vendant de la publicité. Pour vendre la bonne publicité au bon moment devant le bon internaute, il faut toute une série de développements technologiques et Google a progressivement racheté toutes les petites boîtes qui étaient performantes dans le domaine des AdTech. Eh bien ça, il y a beaucoup de ces fusions qui sont passées totalement sous les radars des autorités de concurrence parce que les entreprises étaient trop petites. Alors ça, c'est le contrôle des concentrations. Il y a aussi la lutte contre les abus de position dominante, et ça aussi, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais vous voyez que dans le domaine numérique, les grandes plateformes qui étaient très innovantes et qui répondaient parfaitement aux vœux exprimés par Philippe, c'est-à-dire qu'on a une bande de gars très inventifs qui ont des nouveaux produits et qui plus tard donneront Google, Facebook et beaucoup d'autres, eh bien, ces plateformes, par l'économie très particulière des plateformes, qui est la tendance à la croissance par le jeu ce qu'on appelle des effets de réseau, c'est-à-dire qu'en fait, une plateforme est d'autant plus performante qu'elle a une grande surface d'intervenants, eh bien, ces plateformes, aujourd'hui, sont un obstacle à l'arrivée de nouveaux entrants sur les marchés du numérique. Et donc, on doit se poser la question de savoir comment la politique de concurrence pourrait aider ces plateformes, pourrait aider ces nouveaux entrants à s'affranchir finalement du contrôle des grandes plateformes. Le numérique, avec des rendements croissants, change complètement la façon dont il faut appréhender ces questions-là. J'aime bien l'exemple des masques, puisque l'exemple des masques sur les questions de souveraineté, un masque, c'est très simple. Il y a deux composants dans un masque. Il y a du polypropylène, c'est le film, et puis il y a l'élastique pour le tenir, c'est du caoutchouc. Donc le polypropylène, c'est du pétrole, le caoutchouc, ça ne pousse pas de par chez nous. Et donc on peut faire toute une filière souveraine du masque, sauf que les deux produits de base, de toute façon, ils devront venir d'ailleurs qu'en Europe. Jean Tirole, toi tu es président honoraire de la Toulouse School of Economics, que tu as auparavant dirigé. Tu as une carrière de chercheur dans des domaines très différent, mais beaucoup sur la régulation de la concurrence, un sujet sur lequel tu as été consulté dans le monde entier, notamment lors de l'ouverture de marchés régulés. Et puis, tu as eu le prix Nobel d'économie, toi, en 2014. Et je me souviens d'une anecdote sur le sujet qui nous ramène à la question d'aujourd'hui. C'était une grande agence de presse française avait dit que tu avais été distingué pour ton analyse de la puissance du marché. Sous-entendu que tu étais un partisan aveugle de la concurrence par tout temps et par tout lieu. Or, l'expression anglaise qui avait été employée par le jury de Stockholm, c'était « market power ». Autrement dit, le pouvoir de marché, ils peuvent exercer sur ce marché. Et donc, sous-entendu, ce pouvoir peut peut-être parfois être excessif et qu'il faut l'encadrer pour s'en assurer. Quel est ton jugement aujourd'hui sur l'équilibre entre Europe et politique ? Très bien. D'abord, je voudrais dire tout le plaisir que j'ai d'être parmi vous ces merveilleuses journées GECO. Ça fait la 3e session dans laquelle je suis et vraiment l'énergie qui se dégage de votre part est quand même assez remarquable. Et puis évidemment être avec Philippe, j'étais vraiment tellement heureux le jour où ils ont annoncé son prix Nobel parce qu'il le mérite. Et Anne, qui est une grande spécialiste du droit de la concurrence et de l'économie de la concurrence, c'est donc une table ronde. Merci Jean-Marc d'avoir organisé ça. Alors, je crois que déjà, Anne et Philippe ont déjà dit le principal, c'est on n'aime pas les monopoles. On n'aime pas les monopoles non seulement parce qu'ils tarifient des prix élevés, mais aussi parce qu'ils nuisent à l'innovation. C'est-à-dire qu'ils ont des rentes acquises et ils ne cherchent pas à innover pour remplacer ces rentes qui existent. Et ils s'amusent évidemment à racheter leurs concurrents potentiels. Un des problèmes, c'est qu'avec le numérique, et Jean-Marc l'a dit, on a de plus en plus de monopoles à cause des effets de réseau et autres effets. Et donc, ces monopoles se trouvent absolument partout. Vous prenez les plateformes, sur le moteur de recherche, ça n'a pas duré, mais sur le moteur de recherche, c'est Google depuis 20 à 25 ans. Vous avez sur les App Stores, vous avez Google, App Store et puis
et puis Apple, bien sûr. Vous prenez l'industrie des semi-conducteurs, c'est plein de monopoles. Donc sur la lithographie, c'est ASML qui est, pour une fois, une entreprise européenne, hollandaise, qui a 90% de marché, plus de 90% de marché sur les segments les plus intéressants. Sur la fonderie, c'est-à-dire, vous savez que la plupart des fabriques enfin la plupart des semi-conducteurs, des entreprises de semi-conducteurs sont fabless, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de fabrication. C'était SMC à Taïwan qui fait de même plus de 90% des segments les plus intéressants. On a les terres rares en Chine. On voit très bien que ces monopoles sont là, et ces monopoles ne sont pas faciles à renverser parce que c'est la haute technologie. On a bien vu avec la Chine qui a réussi dans presque tous les domaines, mais pas dans les semi-conducteurs, où ils ont dépensé un argent fabuleux, mais ils n'avaient pas accès à la technologie de pointe. Et donc, on a des monopoles. Alors les monopoles, ils le méritent en partie parce qu'effectivement, ils ont fait des innovations. Mais effectivement, ils ont tendance aussi à vouloir garder leur monopole, et c'est là que le droit de la concurrence intervient. Le droit de la concurrence est là, effectivement, et je pense qu'en Europe, puisque c'est ta question, Jean-Marc, en Europe, nous sommes pas mal placés. Et d'ailleurs, c'est remis en cause par les Américains qui disent « mais non, c'est discriminatoire ». Alors, un des problèmes que le droit de la concurrence a en Europe, c'est qu'effectivement, les grandes entreprises sont américaines ou chinoises. Et donc, quand on s'en prend à ces entreprises, parce qu'elles sont des monopoles, mais bien entendu pas parce qu'elles sont américaines et chinoises, on a l'impression qu'effectivement c'est de la discrimination contre les États-Unis et la Chine. Et ça, c'est de notre faute. On va revenir effectivement à la politique industrielle et pourquoi on n'a pas ces entreprises en Europe. Je vais revenir là-dessus. Mais ce n'est pas à cause du droit de la concurrence. Le droit de la concurrence, nous sommes plutôt en avance par rapport aux pays étrangers. Alors, sur la politique industrielle, on va y aller en détail. C'est la meilleure et la pire des choses. Si vous faites de la politique industrielle comme moi je l'ai vu faire, où il y a un petit groupe de hauts fonctionnaires et de pseudo-experts qui sont en fait des lobbies, qui se réunissent pour dire on va financer ces 34 filières ou ces 9 filières, c'est le domaine de l'information symétrique. J'ai participé à ça, où moi j'étais moi-même un lobby d'ailleurs pour l'université. Mais en gros, chacun vient défendre son steak et finalement n'a aucune information sur ce qu'il y a ailleurs. Les politiques et les hauts fonctionnaires ne savent pas non plus quelle est la filière qui va nous sortir du réchauffement climatique, quelle est la filière qui va se développer en Europe en IA, etc. C'est très mauvais. Alors on parlera de la bonne politique industrielle dans quelques minutes, mais c'est très important, la politique industrielle, et elle est d'autant plus importante que, et je crois que Anne y a fait allusion, qu'il y a un défaut de marché particulier. Alors, il y a des défauts de marché sur l'innovation en général, parce que les spillovers sur les autres entreprises sont importants. Il y a des papiers qui ont montré qu'il y a des mauvaises innovations, on en connaît tous, les mauvaises innovations, ça peut être effectivement... Plus souvent, ce n'est pas les mauvaises innovations, c'est des innovations qui sont dévoyées. Si vous étiez à la séance crypto avant, vous aurez une petite idée de pourquoi. Les réseaux sociaux, c'est encore une innovation qui est intéressante, mais qui a été complètement dévoyée et qui, à mon avis, diminue le bien-être de la société avec les utilisations qui sont faites des réseaux sociaux. Mais il y a des défaillances de marché qui sont particulièrement importantes là où il n'y a pas de demande, d'une certaine manière, où la demande est trop faible. Donc, on a beaucoup trop peu d'innovation sur les technologies vertes, pour une raison très très simple. La Terre est en train de j'exagère, c'est pas la Terre, c'est nous qui allons disparaître. Va disparaître parce que finalement, il n'y a pas assez d'efforts. Mais on ne veut pas faire d'efforts, même en innovation. Il y a quand même des choses intéressantes. Mais simplement parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas de prix du carbone, qui va acheter une licence sur une technologie verte? Personne. Vous pouvez polluer quasiment gratuitement. Pourquoi vous iriez acheter une licence à un innovateur qui a une nouvelle technologie verte? Vous paierez quelques centimes. Et puis, il y a d'autres choses où il n'y a pas tellement de demande. Les antibiotiques, il y a un sujet sur lequel je travaille actuellement, les questions de vaccins. Alors, heureusement qu'il y a eu de la politique industrielle sur les vaccins, sur un certain nombre d'autres choses. Et puis, sur les maladies qui affectent les pays en voie de développement, parce qu'ils n'ont pas la capacité voilà.
et la défense, bien entendu, où là, la demande vient de l'État même. Donc on a ces domaines où la politique industrielle est particulièrement importante parce qu'il n'y a pas de demande. Merci Jean. Pour rééquilibrer la concurrence, il y a deux sujets qui reviennent très souvent dans le débat en Europe, hein, et on va se concentrer là-dessus avant d'élargir. Il y a le contrôle des concentrations, hein, où la Commission peut interdire des rapprochements entre grandes sociétés s'ils menacent la concurrence. Il y a eu beaucoup de discussions sur le marché de référence, hein, le marché pertinent. Est-ce qu'il faut réfléchir à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du continent, du monde? Et puis il y a un autre débat sur les aides d'État, hein, qu'a déjà abordé incidemment Jean, qui est un outil qui est abondamment employé par la Chine, ça on le sait, et qui l'a aussi été par l'Amérique au moins l'Amérique de Joe Biden avec son Inflation Reduction Act, où il y avait vraiment des subventions pour des secteurs jugés absolument prioritaires qui concernaient la transition. Sur ces deux débats que tu connais bien, est-ce qu'on peut faire mieux à l'échelle européenne, sachant qu'il y a des décisions qui ont été très contestées, dont on a dit qu'elles avaient été à l'encontre d'une politique industrielle qui aurait pu être utile? Oui, alors ça c'est, revoilà Alstom Siemens. Entre autres. Donc, mais oui, beaucoup. Alstom Siemens, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était un projet de fusion mené par ces deux entreprises européennes, une française, une allemande, et qui concernait le secteur du transport ferroviaire et de la signalisation ferroviaire, les locomotives et la signalisation, les grandes innovations dans ce secteur venant du fait que désormais les trains parlent au rail en fait. Hein. Donc ça c'est vraiment l'innovation technologique qui soutenait le transport ferroviaire. La Commission européenne, à laquelle était soumise bien sûr ce projet de concentration, donc là on n'est pas du tout dans les concentrations qui passent sous les seuils, hein, on est vraiment dans le contrôle des concentrations plein et entier par la Commission. La Commission a refusé cette fusion en arguant du fait qu'elle conduirait à un pouvoir de marché excessif qui finalement serait payé par les entreprises acheteuses de ces matériels, donc les entreprises ferroviaires comme la SNCF, la Deutsche Bahn et beaucoup d'autres en Europe, et in fine les consommateurs. C'est son boulot à la Commission d'évaluer ça. Alors qu'est-ce qu'on lui a reproché ? On a reproché à la Commission de ne pas avoir une définition suffisamment large, au fond, de ce qu'on appelle le marché pertinent, c'est-à-dire le marché sur lequel on essaye d'évaluer les conséquences de cette concentration. Et on a dit à la Commission, mais vous ne vous apercevez pas que les Chinois sont à nos portes et que les locomotives chinoises vont envahir le marché européen et que la seule solution pour lutter contre ces entreprises chinoises, c'est de laisser se constituer ce champion européen. Alors comment est-ce qu'on peut évaluer ces différents arguments ? La première chose, c'est qu'il faut quand même que la politique de la concurrence se fixe un horizon temporel pour essayer d'estimer quelles sont les entrées probables sur le marché de nouveaux concurrents. Alors parfois c'est très difficile, hein. Par exemple dans les technologies numériques, je ne suis pas sûr qu'on était capable en 2020 ou en 2021 d'évaluer correctement la probabilité d'entrée de l'IA dans les nouvelles technologies numériques. C'est peut-être plus facile dans le domaine des locomotives et dans ces cas-là, évidemment, les autorités de concurrence regardent qui sont les concurrents potentiels. Est-ce qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée sur ce marché ou est-ce qu'au contraire, des concurrents potentiels vont facilement pouvoir venir disputer des parts de marché à l'entreprise ou à l'entreprise qui veut fusionner. Donc, est-ce qu'il va y avoir des concurrents à ce futur éventuel champion européen ou est-ce qu'il ne va pas y en avoir? Mais cet horizon temporel, généralement, il est réduit à 3 ou 4 ans. Alors, on pourrait dire il faudrait que les autorités de concurrence aient un horizon temporel beaucoup plus lointain et essayent d'imaginer ce qui va se passer dans 10 ans. Ce qu'on peut observer néanmoins, c'est que la fusion Alstom-Siemens a été refusée début 2019, si mes souvenirs sont bons, ou fin 2018, et aucun concurrent chinois n'est rentré jusqu'aujourd'hui, donc on est quand même 6 ans après, sur le marché des locomotives. Donc ça veut dire malgré tout que la Commission n'a pas si mal évalué que ça quelle était la concurrence potentielle. Mais ceci dit, il est vrai qu'on peut critiquer la Commission, on peut lui reprocher d'avoir un horizon trop court, mais d'un autre côté, au-delà de 3-4 ans, bien souvent, c'est des spéculations. Et on ne peut pas fonder une politique de concurrence un peu raisonnable sur des choses totalement spéculatives. Alors, par ailleurs, il
faut noter aussi qu'il y a eu très peu de fusions, en tout cas de fusions de cette ampleur, refusées par la Commission européenne. Si on regarde par exemple les grands champions européens, beaucoup sont issus de fusions intra-européennes. Prenez Essilor-Luxottica, prenez Lafarge-Holcim, voilà, il y a toute une série de grosses fusions qui ont eu lieu entre des champions européens. C'est intéressant d'ailleurs de se poser la question de savoir si ces champions performent mieux aujourd'hui qu'ils ne performaient avant. Un petit mot sur ce sujet, c'est que la plupart, alors Philippe l'a dit tout à l'heure, les entreprises chinoises ne sont pas des monopoles dans leur pays généralement. Hein. C'est-à-dire que la Chine, au contraire, favorise un bain concurrentiel intense à l'intérieur de ses frontières, et finalement, c'est le marché qui sélectionne l'entreprise qui sera la plus performante à l'exportation. Donc c'est un principe totalement différent de celui qui consiste à dire on va créer un champion européen et puis ce champion, on va lui faire des chèques et puis avec ça, il va aller conquérir des marchés à l'export. Par ailleurs, j'ai un petit peu suivi le devenir d'Alstom et de Siemens sur les marchés à l'exportation. Et l'un et l'autre se sont très bien débrouillés pour remporter des appels d'offres en Amérique latine ou ailleurs, ce qui était l'argument avancé par les entreprises à l'époque, en disant si vous ne nous autorisez pas cette fusion, jamais on arrivera, etc. Ça n'est pas le cas. Alors peut-être juste un mot sur les aides d'État. Oui. Il y a une spécificité européenne, puisque Jean-Marc a posé la question vraiment du niveau européen, c'est le contrôle des aides d'État. Alors qu'est-ce que c'est que le contrôle des aides d'État? C'est la volonté à l'origine, qui est un petit peu en dehors du champ de la politique de concurrence stricto sensu, de vouloir constituer un marché intérieur sans trop de barrières et sans trop de frontières. Donc, qu'est-ce que c'est que le contrôle des aides d'État? C'est l'idée de dire, si l'Allemagne subventionne ses entreprises et la France les siennes et l'Italie les siennes, alors on crée finalement un marché qui n'est pas unifié et sur lesquels les entreprises n'ont pas des chances égales de se faire concurrence dans le marché intérieur unifié. Alors, ce qui est exact, c'est que l'Europe a un contrôle des aides d'État et que et la Chine et les États-Unis subventionnent massivement, non pas tant leurs entreprises, enfin c'est très différent aux États-Unis et en Chine, mais non pas tant leurs entreprises que pour les États-Unis, par exemple, des programmes de recherche, des secteurs, enfin des projets, disons, plutôt que des entreprises. Donc le contrôle des aides d'État, effectivement, existe en Europe, mais il y a une troisième politique que souvent on mélange un peu et à laquelle on demande aussi d'intervenir dans ce débat politique industrielle, politique de concurrence, c'est la politique commerciale. La politique commerciale, c'est celle en Europe qui vise à s'assurer que les entreprises non européennes arrivent sur le marché en essayant de concourir avec les mêmes chances que les entreprises européennes. Et la Commission européenne s'est dotée très récemment d'une politique qui vise à réguler la manière dont les entreprises étrangères subventionnées sont susceptibles d'intervenir sur le marché européen. C'est le FSR, c'est le Foreign Subsidies Regulation, que l'Europe a mis en place assez récemment pour essayer de lutter contre, par exemple, des entreprises chinoises qui ne sont pas à armes égales puisque subventionnées. Il n'a pas encore été beaucoup actionné, ce dispositif. Hein, donc, Jean, sur la politique de concurrence européenne, toi, est-ce qu'elle te paraît équilibrée? Puis il y a une question là qui est posée, alors sur laquelle tu as écrit des livres entiers, mais je te pose tout de même la question, qui est pourquoi préfère-t-on réguler la concurrence plutôt que de contrôler les monopoles en imposant des plafonds de prix? Alors, imposer des plafonds de prix, c'est pas tout à fait évident. On ne sommes pas des instances de régulation, enfin les autorités de la concurrence ne sont pas des instances de régulation et on voit que chaque fois qu'on essaie de le faire, on a des problèmes. C'est le cas en particulier des prix d'accès aux plateformes ou aux réseaux de télécom où on voit très bien qu'on a du mal à dire voilà, ça devrait être tel prix. J'ai une anecdote à ce sujet, on avait eu des Nouveaux-Zélandais venir à Toulouse, je suis toulousain depuis un certain temps et dans les années 90, et ils sont venus à Toulouse nous dire mais on veut entrer sur le marché nouveau-zélandais contre l'entreprise en place, le France Télécom nouveau-zélandais, et ils ne nous laissent pas rentrer parce qu'on n'a pas accès à leur réseau. Donc on ne peut pas appeler quelqu'un sur le réseau correspondant. Et alors, nous, on ne connaissait pas grand-chose au truc nouveau-zélandais. On leur a demandé comment ça se passe. Ils disent il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de régulateur. Ils avaient éliminé le régulateur. Et du coup, il n'y a personne pour déterminer les prix d'accès.
c'était totalement inouï. Et comme les autorités de la concurrence n'avaient pas le staff et même la légitimité de le faire, hein, c'était très compliqué. Donc l'entrant ne pouvait pas rentrer. Après, effectivement, donc c'est très difficile en fait. Je crois qu'Anne a bien posé le problème. Donc on est sous la pression quand on est régulateur, que ce soit la concurrence ou le régulateur sectoriel, on est sous la pression des lobbies. Et donc les lobbies, ils sont là. D'ailleurs, c'est normal qu'il y ait des lobbies, hein, c'est tout à fait normal. Mais ils sont là et ils commencent à donner des éléments de langage sur les marchés pertinents. Par exemple, dans les télécoms, vous aurez des rapports qui vont vous dire que les grands opérateurs européens n'ont que 35% de part de marché. Alors, ils agrègent au niveau européen tous les opérateurs de télécom européens. Mais quels sont les opérateurs de télécom en France? Ce ne sont que des Français. En Allemagne, ce sont des Allemands, etc. Donc, prendre une définition de marché qui est l'Europe pour les opérateurs mobiles, par exemple, ça n'a pas de sens. C'est pour vous donner un exemple de problème. Après, comme l'a dit Anne, on va mettre la souveraineté à toutes les sauces. Alors, la souveraineté, c'est vrai qu'en Europe, nous sommes assez fragiles. Contrairement aux États-Unis et à la Chine, qui ont tout dans la chaîne de valeur, que ce soit les télécoms ou sur l'IA, nous, on a très très peu. Enfin, les Américains ont un peu moins de terres rares que les Chinois, mais dans l'ensemble, c'est très... Mais jusqu'où on arrive, et ça c'était un peu le commentaire de Anne, c'est jusqu'où on va. Est-ce que le tabac, c'est vraiment quelque chose d'important pour la politique industrielle française? Je prends un cas totalement ridicule, mais on ne sait pas où s'arrêter, d'autant plus qu'on peut faire du friendshoring, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait quand même... Alors c'est vrai que ça a été remis en cause avec la dernière administration américaine. C'est-à-dire que ceux qu'on pensait être des amis ne le sont plus. France, elle va dans le bon sens, elle n'est pas trop intrusive. Hein. Il y a très peu de fusions qui sont rejetées en pratique. Mais évidemment, ces fusions, enfin, quand on rencontre quelqu'un dans la rue, c'est toujours Siemens Alstom. C'est un peu comme en France. Vous demandez quelles sont les politiques qui ont pris des décisions courageuses, c'est-à-dire impopulaires. On retourne à la peine de mort de 1980. Donc ça montre un peu la rareté de ce genre de choses. L'abolition de la peine de mort. Donc alors après, il y a des très bons règlements. Je ne suis pas d'accord avec tout, loin de là. Mais le DMA, qui est le Digital Market Act, a des éléments pour réguler les plateformes qui me semblent tout à fait intéressants. Le DSA, etc. Il y a des choses qui se passent. La RGPD, je suis en désaccord sur beaucoup de choses, mais c'est une victoire européenne. Le fait qu'on s'empare de la vie privée et qu'on dit on va réguler, c'est une très très bonne chose. Donc le volontarisme européen, si seulement il y avait un volontarisme qui soit aussi économique et qui nous fasse avoir de la croissance, et on reviendra là-dessus, ça serait merveilleux, mais qu'on n'accuse pas l'Europe d'être trop réglementaire. Alors c'est vrai qu'il y a des abus, il y a l'inflation normative, il y a des tas de règlements qui sont inutiles et idiots, mais sur le fond, on a besoin de régulation. Philippe, ton appréciation sur la politique de la concurrence européenne. Anne nous a expliqué que finalement, sur le contrôle des concentrations, ça semble plutôt bien équilibré. Est-ce que tu partages ce jugement? D'abord, Anne et Jean sont beaucoup plus experts que moi sur la politique de concurrence, la façon dont elle était menée en Europe. Il y a un sujet sur la politique de concurrence, ça a été évoqué aussi aux États-Unis, et ça s'applique peut-être aussi à l'Europe, c'est que la politique de concurrence était souvent assez statique, c'est-à-dire qu'on s'est beaucoup on s'est focalisé sur les parts de marché, tu vois, les market share, market definition. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, est-ce qu'on veut regarder, est-ce qu'une entreprise représente une part de marché excessive ou voilà. C'était souvent le sentiment, c'est qu'on n'a pas suffisamment regardé, est-ce qu'une fusion-acquisition va inhiber, c'est très difficile de prévoir à l'avance si une fusion-acquisition va inhiber l'innovation future ou pas, ce que tu expliquais tout à l'heure. Mais l'idée, c'est davantage, si elle doit évoluer la politique de concurrence, c'est davantage
aller vers le dynamique, c'est-à-dire de dire, voilà, on va faire en sorte que la politique, par exemple, si on demande le partage de données, les partages de données, c'est très important. Ou si on voit qu'une fusion-acquisition bride l'innovation, peut-être qu'on revient dessus. On la démarre, mais on la continue pas. Je ne sais pas comment on peut faire ça. C'est pas facile de passer à une politique de concurrence beaucoup plus dynamique, qui regarde quel est l'effet d'une fusion-acquisition sur l'entrée de nouveaux innovants, sur l'innovation future. Et de dire, voilà, non, on va prendre ça comme critère au même titre que l'effet que ça a immédiatement sur les prix, sur le surplus du consommateur, etc. Et donc des gens comme par exemple Richard Gilbert, qui est un professeur à Berkeley, a écrit tout un livre sur la nécessaire évolution de la doctrine de la concurrence vers quelque chose de plus dynamique. Voilà. Donc je crois que ça, c'est une dimension. Alors comment on le fait concrètement, c'est pas facile, mais je crois que là, il y a et notamment dans le domaine de l'IA ou d'éthique, on a bien vu que c'est ça qui a manqué, c'est-à-dire que qu'est-ce qui a permis aux GAFAM de se penser, c'était pas uniquement la part de marché, c'était de dire, en fait, ils ont fini par brider l'innovation. Et rien n'a été fait pour les empêcher de devenir tentaculaires et de brider l'innovation. Donc il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné dans la politique de concurrence aux États-Unis. Et ben, avec l'IA, il y a le même danger. Si on regarde les segments amont de la chaîne de l'IA, dans le cloud, c'est Amazon, Google, Microsoft, ils sont 3. Dans le domaine de les processus graphiques, c'est GPU, il y a 1. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu parlais du Digital Market Act, c'est très important de le généraliser à toute la chaîne de valeur de l'IA, y compris le cloud. C'est important, open source, c'est important. Les réglementations, tu en parlais, il en faut, mais trop de réglementations, tu l'expliques très bien dans des exposés que j'ai lus de toi, que trop de réglementations, les gros qui sont sur place, ils savent très bien faire, mais les nouveaux entrants, ils ne savent pas faire. Donc ça finit par devenir une barrière à l'entrée. C'est-à-dire que dans tout le débat, il faut toujours avoir à l'esprit quel va être l'effet sur l'innovation. Et quand on va regarder la combinaison entre politique industrielle, politique de la concurrence, on s'y intéresse maintenant parce qu'on regarde ça du point de vue de l'innovation. Comment je peux faire évoluer la politique de concurrence pour qu'elle soit plus pro-innovation ? Comment je peux avoir une politique industrielle qui ne soit pas colbertiste comme on le faisait avant, mais qui soit conciliable avec la concurrence pour qu'ensemble, on maximise notre potentiel d'innovation. Je crois que c'est vraiment regarder à chaque fois quel est l'effet sur l'innovation de la politique de concurrence qu'on veut et d'une politique industrielle désirable et du mariage entre les deux. Voilà. C'est ta question. Alors justement, sur la politique industrielle, quels sont les outils qu'on pourrait mobiliser différemment que la construction de champions nationaux qui pose toute une série de problèmes? Jean, tu as fait un rapport l'an dernier sur le sujet avec des confrères de l'IFO de Munich et puis de l'université Bocconi sur justement cette forme de politique industrielle qui pourra encourager l'innovation et la concurrence. Alors, peut-être pour parler de la politique européenne en matière d'innovation, le constat est assez simple. En fait, on dépense trop peu en innovation, on le dépense dans les mauvais secteurs et avec la mauvaise gouvernance, ça fait beaucoup. Donc, je vais expliquer un peu tout ça. Donc, on est resté très loin des objectifs de Lisbonne de 2000. Nous dépensons très peu en recherche et développement, en partie pour des raisons structurelles, je vais y revenir. Il faut bien distinguer entre le secteur privé et le secteur public. Le secteur public dépense à peu près ce que dépensent les États-Unis, c'est-à-dire 0,7% de leur PIB en innovation, mais par contre la différence est majeure dans le secteur privé. Le secteur privé dépense 2 fois moins presque en R&D qu'en Europe par rapport aux États-Unis. Les secteurs ne sont pas les bons secteurs, donc 85% des dépenses R&D en tech aux États-Unis, c'est technologie, IA, biotech, les secteurs de l'avenir. En Europe, c'est presque... Quand mes collègues m'ont dit ça, je ne voulais pas les croire. Ils m'ont dit, mais vous vous moquez de moi. Et ils ont calculé presque 50% dans le secteur de l'automobile, qui n'est pas un secteur vraiment... un avenir prononcé, surtout avec les moteurs thermiques. On est menacé par les Chinois, on est menacé par les Tesla, bien sûr, et on investit, on mène aux billes dans le secteur de l'automobile, mais plus généralement de la mid-tech.
Donc on laisse les segments les plus profitables, parce que au point de vue taux de rendement, c'est les plus profitables, on les laisse aux Américains, aux Chinois. Et nous, on investit dans le mid-tech. Alors il y a une partie de lobbying qui est derrière, bien sûr, mais c'est un peu inquiétant parce que finalement, d'abord, on a une certaine fragilité, et puis deuxièmement, ça ne nous aide pas à financer notre croissance et, in fine, notre pouvoir d'achat. Donc ça, c'est une petite plainte, complainte vis-à-vis de ce qui se passe en Europe. Après, il y a la politique européenne, trop peu de nouveau. Elle se fait, il n'y a que 10% de la politique d'innovation en Europe qui se fait au niveau de l'Europe même, et pas au niveau des 90% au niveau des États membres. Donc en gros, c'est très très différent aux États-Unis, mais en gros, les États membres veulent continuer à distribuer les chocolats. Excusez-moi l'expression, mais je crois que c'est la bonne expression. Les États membres veulent être en charge de distribuer les chocolats. Donc, très peu est centralisé. C'est environ 11 milliards par an au niveau bruxellois. Et avec, de nouveau, les mauvais investissements et la mauvaise gouvernance. Alors, les mauvais investissements, en gros, on avait fait les calculs. Sur ces 11 milliards, il y a à peu près 5% qui sont en technologie de rupture. C'est rien du tout, quelques centaines de millions d'euros par an pour les technologies de rupture. Pour vous donner un ordre de grandeur, chaque GAFA dépense 40 milliards en R&D par an, en moyenne. Alors évidemment, ce n'est pas que de la technologie de rupture, mais il y a aussi des serveurs, des choses comme ça. Mais enfin, nous, on est en train de dépenser des peanuts sur les questions de technologie de rupture. Alors, soutenir les PME et tout ça, c'est une bonne idée, mais ce n'est pas le sujet du financement de la technologie de rupture. Quand on dit on a des ARPA en Europe, c'est faux, c'est complètement faux. La gouvernance est la mauvaise. Précise ce que c'est que les ARPA. ARPA. Pardon. Les ARPA, alors, là, on va rentrer dans le sujet, Philippe a commencé déjà, mais la politique industrielle aux États-Unis, elle est faite par des agences de type, alors le premier c'était DARPA sur la défense, c'est eux qui ont donné naissance à énormément de technologies, que vous avez, votre téléphone est plein de technologies ARPA, que ce soit le GPS ou d'autres choses. Et de même, ce qu'utilisent Apple, Google et toutes ces entreprises, c'est beaucoup de technologies ARPA. Les compagnies pharmaceutiques utilisent des technologies qui viennent de NIH, qui est National Institute for Health, qui a un budget avant les coupes de Trump, qui était de 48 milliards par an, quand même, juste sur la santé, la recherche en santé, il ne faut pas oublier. Donc, il y a la NSF, la National Science Foundation. Ce qui est intéressant dans ces agences, c'est qu'à chaque fois, ce sont les scientifiques qui distribuent l'argent. En Europe, ça n'existe pas, sauf une agence qui est European Research Council, le Conseil européen de la recherche, qui distribue les bourses les plus prestigieuses. Philippe vient d'en recevoir une, d'ailleurs, avant le prix Nobel, j'insiste, sont des bourses de haut niveau, et ce sont les scientifiques. Nous avons participé à des panels pour choisir. Il y a des Américains, il y a des étrangers qui participent dans ces panels et qui choisissent vraiment les meilleurs projets. Je pense en moyenne, ça marche très très bien. C'est une success story, si vous m'excusez l'expression, à l'européenne. Mais on a simplement copié ce que faisaient les Américains à un niveau beaucoup plus élevé. Et donc, ce sont les scientifiques qui décident. Alors, comment ça se passe en Europe? Il y a évidemment des scientifiques qui sont impliqués. Ils conseillent. Mais ce ne sont pas eux qui décident, ce sont les hauts fonctionnaires et les politiques qui décident de l'attribution. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas grave s'ils écoutent les scientifiques. Non, c'est grave. C'est grave parce que vous voyez les pratiques. Les pratiques, c'est en fait, d'abord on saupoudre, on donne des petits budgets à des tas d'entreprises ou des tas d'universités, des tas de chercheurs qui n'ont pas vraiment de grandes chances, pour des raisons financières ou des questions de capacité, de faire ces progrès technologiques. Je prends l'exemple contraire, Covid. Ça, c'était quand même une sacrée urgence. BARDA, qui est la traduction d'ARPA dans la santé,
a choisi 6 entreprises. 6 entreprises, dont 3 européennes d'ailleurs, BioNTech par exemple. 6 entreprises, il y avait 3 technologies, ces 3 technologies, 2 entreprises par technologie. Donc il y a eu une certaine humilité de dire, nous on ne sait pas quelle technologie va l'emporter. Et d'ailleurs, l'ARN messager, qui était quand même la meilleure, ce n'était pas la favorite à l'époque. On ne pensait pas que ce serait vraiment le dominant. Donc il y a eu cette humilité de dire, et d'ailleurs c'est très important pour ce qui va se passer pour le réchauffement climatique, il faut une humilité, parce que de nouveau dans le réchauffement climatique, on ne sait pas quelle technologie va nous sauver, parce que maintenant on en est à ce point-là. Donc 6, et on a mis beaucoup d'argent dessus, finalement très peu d'argent par rapport à ce que ça a économisé en vie humaine et en économie, mais voilà, ça a marché. Ce sont les scientifiques qui ont décidé. Alors évidemment, il y a toujours un contrôle politique. En Europe, tout le monde est vent debout contre l'idée que les scientifiques puissent décider. Et d'ailleurs, l'ERC, qui est la success story européenne, est remise en cause à peu près tous les ans. Parce qu'il y a des gens qui veulent sa peau, parce que ce sont les scientifiques qui décident. Résultat, on a cette technique de saupoudrage, cette technique de bureaucratie, on a fait des progrès quand même, hein. Cette technique de bureaucratie qui, regardez comment DARPA ou ARPA marche, c'est très souple, très flexible, les directeurs de programme ont beaucoup de choix, peuvent lancer les trucs en un mois. En Europe, ça met des mois et des mois, parfois des années. À la vitesse où vont les choses, ça n'a pas de sens. Mais il y a une bureaucratie qui s'installe là-dessus. Et enfin, il y a évidemment l'idée qu'on fait l'Europe. Donc il faut des collaborations. Alors les collaborations, nous sommes tous pour. Mais les collaborations, ça se travaille toujours bottom-up, jamais top-down. Alors c'est en particulier bottom-up, c'est-à-dire qu'il faut que les gens aient envie de travailler ensemble. Mais après tout, s'il n'y a qu'une entreprise qui est capable de le faire et qu'elle peut le faire tout seul, ce n'est pas la peine de l'embêter avec d'autres entreprises avec qui on va partager les budgets à un sur N chacun. Donc voilà, on est dans une situation où il faut faire des réformes et la tendance politique, ça est dans le sens contraire. Comment avancer sur, malgré les vents contraires? D'abord, je voulais juste dire, j'ai un mot sur la DARPA. Tu as très bien expliqué. Pourquoi, qu'est-ce que c'est, quelle était l'idée de la DARPA au début? Le Defense Advanced Research Project, c'est que, en fait, les États-Unis étaient dans une course avec l'Union soviétique. Les Soviétiques avaient mis un homme dans l'espace, Gagarine. Et les Américains se sont dit, mais nous, dans les 2 ans, il faut qu'on puisse mettre un homme dans l'espace. Donc il y avait l'idée qu'il fallait atteindre une mission. Pour atteindre, la recherche de base avait été faite. Ce qu'il fallait, c'est traduire cette recherche de base en quelque chose d'opérationnel qui vous permettait de mettre un homme dans l'espace ou de faire concurrence. Donc la DARPA, c'est vraiment l'idée que vous avez une mission à atteindre dans les 2 ans. Vous avez la recherche de base qui est faite, mais vous n'arrivez pas à passer de la recherche de base vers l'application. Il y a une espèce de courbe en S, vous voyez, la transition est dure. Parce qu'il faut coordonner, c'est très important. À la base de la politique industrielle, il y a l'idée qu'on a des problèmes de coordination. Il faut coordonner des acteurs et coordonner des moyens pour pouvoir passer du stade de la recherche fondamentale au stade de l'application pour pouvoir remplir une mission dans un temps très, très limité. Eh bien, la Barda, c'est pareil, c'est-à-dire l'ARN messager ou d'autres technologies avaient été découvertes, mais il fallait en 2 ans, en 1 an, 2 ans, produire des vaccins pour nous sortir de là, quoi. Et il y avait une urgence, et il y avait à nouveau un problème de coordination. Et c'est là que c'est ça que simplement le marché tout seul ne peut pas faire. Il y a des domaines dans lesquels on doit atteindre certains objectifs en 2 ans, en 3 ans, et il faut résoudre des problèmes de coordination. Et c'est là que la politique industrielle est importante. Je crois que c'est important de le dire, c'est-à-dire que ça, la concurrence seule ne peut pas le faire. Tu as besoin, dans certains domaines, avec des urgences, de politique industrielle. Et le tout, c'est de s'assurer que la politique industrielle, elle est faite par les gens qu'il faut, et c'est là que Jean a très bien expliqué, il faut mettre les Américains, ils mettent certains bons industriels ou des chercheurs en charge, comme ils sont des chefs d'équipe, et on dit, voilà, tu dois atteindre une mission dans les 2-3 ans, tu as toute l'attitude pour susciter des projets concurrents, pour remplir cette mission-là. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est là que vient la partie bottom-up et la partie concurrentielle. C'est ça à la base de la DARPA. Vous voyez, tous les domaines ne nécessitent pas ces choses-là. Mais il y a des domaines dans lesquels vous avez ces urgences, ces problèmes de coordination qu'il faut résoudre et où ça s'impose des DARPA. Voilà, donc c'est ça un peu la logique. Et l'idée, c'est de dire comment, alors que tu me demandais, comment
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça arrive en Europe? Moi, je pense qu'en Europe, je crois dans la coalition of the willing, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des pays européens qui veulent avancer plus vite que d'autres. Et donc, je pense que où on arrive, nous, à faire des DARPA chez nous, c'est très bien, mais si on peut le faire avec les Allemands et même avec les Anglais, les Allemands veulent investir maintenant. Maintenant, il y a un nouveau gouvernement en Allemagne, il veut investir. Pendant très longtemps, les Allemands étaient obsédés par l'hyperinflation, ils pensaient qu'ils allaient revivre les années 1930 tout le temps, quoi. Et ils étaient obsédés par l'hyperinflation. Voilà. Maintenant, on a un nouveau gouvernement en Allemagne, conseillé par Jacob van Weizsäcker, qui est un bon copain qui comprend bien l'économie, et qui dit, voilà, il faut investir en Allemagne. Voilà. Donc ça, c'est très bien, c'est nouveau, on peut travailler avec eux, enfin. Voilà. Bon, les Anglais, avec Starmer, ils veulent revenir vers nous sur des choses comme ça, justement. On dit, ben, on pourrait faire, ils sont très bons dans le domaine de la santé, ils sont très bons dans le domaine de la défense. Ben, l'idée, c'est de dire, écoutez, tous ceux qui veulent faire avec nous, faisons des DARPA ensemble. Voilà. Et faisons, à 27, on n'y arrivera pas. Moi, si je dois convaincre Orban, je peux attendre toute je ne verrai pas ça de mon vivant. Donc, voilà. Donc, je vais certainement faire ça à quelques-uns et on fait avec ceux qui veulent. Et comme dit Jean, si personne d'autre ne veut, je fais tout seul. Mais l'idée, c'est de dire, je peux faire des DARPA. Mais d'ailleurs, Draghi, plus généralement, Draghi, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous faut un marché unique pour l'innovation. Il vous faut un écosystème financier. On n'a pas assez de capital risque et d'investisseurs institutionnels en Europe. Et il vous faut des DARPA et le RC. Le RC, on l'a. Eh bien, plusieurs de ces choses-là, on peut le faire en coalition of the willing. On peut tout à fait imaginer que France, Allemagne, Angleterre disent, eh bien, on fait un marché high-tech intégré entre nous. On peut tout à fait dire qu'on va faire des DARPA entre nous et on peut tout à fait dire qu'on va créer des investisseurs institutionnels entre nous. Et puis si d'autres veulent joindre, qu'ils rejoignent. Et je crois que c'est par ce biais-là qu'on peut y arriver. Parce que sinon, je pense qu'on n'y arrivera pas à 27 directement sur beaucoup de sujets. Le RC est une exception. On a pu faire quelque chose au niveau européen. C'est extraordinaire. Il faut que le RC se développe et survive. Mais je crois que sur d'autres sujets, je crois que la bonne approche, ça sera coalition of the willing. Mais ça, c'est évidemment demander à Anne quelles sont, selon elle, les conditions d'une politique industrielle efficace. Et il y avait une question qui donne un élément, je voulais savoir aussi ce que tu en pensais, c'est la commande publique qu'il y a derrière. C'est-à-dire, derrière la DARPA à Barda, il y a eu des commandes publiques très importantes. Et comment est-ce qu'on peut faire ça aussi en Europe? Parce que sinon, ça risque on risque d'avoir un tuyau d'où sortiront des choses qui ne trouveront pas preneurs. Alors, pas assez preneurs. Je ne sais pas si je vais répondre à tout, mais quelques points quand même. À l'inspection des finances, on passe notre vie à évaluer des politiques publiques. Et on évalue pas mal de politiques industrielles. Récemment, on a évalué, par exemple, les politiques industrielles françaises et européennes au niveau des nanotechnologies et au niveau du secteur du médicament. Alors, c'est vraiment un exercice d'application de ce que disait Jean tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a affaire à des politiques de saupoudrage, sans aucune priorité. On ne sait pas si on veut favoriser l'innovation de rupture ou de capacité. Alors, est-ce qu'on investit dans des capacités de production sur des puces qui sont déjà complètement dépassées pour les besoins de l'intelligence artificielle, pour se maintenir un tout petit peu, maintenir des parts de marché? Est-ce qu'on veut réellement se lancer dans la course de l'innovation de rupture en s'appuyant par exemple sur le fait qu'on a quand même un champion européen qui est dans ce domaine, qui est ASML, qui fabrique en fait des machines à fabriquer des puces, des machines-outils si vous voulez pour fabriquer des puces. On a affaire à des politiques qui sont des politiques de saupoudrage sans priorité. Et ce que j'observe, c'est que très souvent, nos rapports se terminent par des propositions de suppression de certaines politiques et nous ne sommes jamais écoutés. Alors pourquoi est-ce qu'on n'est jamais écouté? On n'est pas écouté parce que là, on retrouve l'argument de Jean, distribution de chocolat. C'est bien commode d'avoir des chocolats à distribuer pour assurer la paix sociale, montrer qu'on fait beaucoup pour tel et tel secteur, etc. Mais ce n'est pas très efficace en matière de politique industrielle. Alors la politique industrielle, elle saupoudre. 2, elle ne sait pas définir ses propres objectifs et ses propres priorités. 3, malgré tout ça, elle est très inconstante, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on se dit, bon, bah, finalement, on va financer un peu plus tel secteur, un peu moins tel autre, mais pourquoi, comment et je suis bien d'accord que tout ça est défini de manière extrêmement bureaucratique et avec très peu finalement de vision qui serait celle des scientifiques qui peuvent après tout discuter aussi avec les administrations, qu'elles soient françaises
française ou européenne. L'autre chose, c'est qu'on ne sait pas arrêter des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui ne marchent pas, il y a des programmes qui ne débouchent pas. Faut savoir arrêter, éteindre le gaz sous ces programmes-là. On ne sait pas le faire non plus. Et puis, encore une fois, on a beaucoup quand même le sentiment que l'État ne conçoit sa politique industrielle que dans l'aide à des champions qu'il aura lui-même identifiés et sélectionnés, etc. Or, ça ne marche pas comme ça. L'État ne sait pas identifier qui sont les bons, qui sont les mauvais. Ça a été dit plusieurs fois dans cette table ronde, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, et donc c'est assez terrible. Alors, il y a une chose qui marche bien dans le domaine de la politique industrielle. Il y a eu au moins quelque chose dont on est à peu près certain, c'est que ce qui fonctionne assez bien, c'est la constitution de clusters, c'est-à-dire d'entreprises, de laboratoires de recherche, etc., qui sont proches géographiquement, qui sont dans le même secteur. Alors pourquoi c'est important ? Parce que, évidemment, en matière d'innovation, ce qui est crucial, c'est les compétences des chercheurs, des ingénieurs, etc., et constituer un marché du travail dans lequel les chercheurs, les ingénieurs vont pouvoir aller d'une entreprise à l'autre. D'abord, c'est bon pour eux, ça les attire, et donc ça constitue un facteur d'attractivité pour ces localisations. Et puis d'autre part, ça permet aussi d'essaimer les idées d'une entreprise à l'autre, d'un labo à l'autre. Quand un chercheur part d'un endroit pour aller dans un autre, il part avec ses idées, et donc s'il a des bonnes idées, ça essaime dans d'autres endroits. Et ça, finalement, c'est un bon ancrage peut-être pour la politique industrielle, cette idée de cluster, parce que ça, c'est au moins quelque chose dont on est à peu près sûr et sur lesquels on peut fonder une politique, contrairement à beaucoup d'autres choses où on avance un peu à tâtons. Alors, je reviendrai peut-être sur la commande publique tout à l'heure, mais Jean, tu veux. Oui, si je peux compléter, ce qu'a dit Anne est vraiment très... sur la politique industrielle, d'abord, quelques remarques sur la demande. Encore une fois, dans le cas des vaccins, par exemple, on a une demande sociétale qui est infiniment plus élevée que la demande économique. C'est-à-dire que personne ne veut payer pour les autres et pour se faire vacciner, sachant que ça bénéficie à tout le monde. On travaille sur les antibiotiques. Le même problème se pose. La prochaine pandémie, ça risque d'être le manque d'antibiotiques parce qu'il y a l'antibiorésistance qui fait que on a des problèmes. Il y a des antibiotiques très bon marché que tout le monde veut utiliser, et puis le nouvel antibiotique qui va nous sauver, personne ne veut payer pour. Donc il y a une question de demande. Alors sur la réindustrialisation, Anne a dit quelque chose aussi très important, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas... Il faut essayer de réfléchir en termes économiques. C'est pas effectivement fabriquer, avoir une fabrique de puces dépassée en général, alors que 80% des entreprises de semi-conducteurs sont fabless, c'est-à-dire ne font pas les puces eux-mêmes. Les entreprises les plus rentables ne font pas les puces eux-mêmes en général. Elles sont toutes faites à Taïwan de toute façon, donc c'est un petit peu ridicule. Alors juste un mot sur les clusters. Anne a tout à fait raison, c'est-à-dire que les clusters, c'est incroyablement efficace au point de vue marché du travail. Un start-up, c'est fait pour échouer. Excusez-moi, mais c'est fait pour échouer un start-up, par définition. Si vous prenez des risques, il y a 4 chances sur 5 que vous passiez à côté. Et à ce moment-là, il faudra redistribuer l'argent à d'autres personnes. Mais ça veut dire aussi qu'il faut de la mobilité automatiquement. Ça veut dire que si vous voulez rester à Lyon, il va falloir qu'il y ait d'autres entreprises dans le même secteur qui pourront vous embaucher. Donc, c'est très important. Autrement, vous allez faire que des choses non risquées, c'est-à-dire des commodities qui finalement ne vont pas changer beaucoup les choses. Ça permet d'échanger des informations, tout ça. Les clusters, c'est bien. Mais attention, les clusters, c'est pas de nouveau le politique qui dit « moi, j'aimerais avoir un cluster sur l'environnement ou sur la biotech ou je sais pas quoi ». Parce que, en général, les gens ne se posent pas la question. Je fais un beau bâtiment, et est-ce que quelque chose va se passer? Ils ne se posent souvent pas la question. Est-ce qu'on a les personnes qui vont changer et qui, dans ce cluster, vont attirer des étudiants de haut niveau? Ces étudiants vont faire leur propre start-up, vont contribuer, vont se mettre en réseau avec Stanford ou MIT. On ne se pose pas ces questions. Et donc, on sait qu'on aura in fine un beau bâtiment et pas grand-chose, si on ne se pose pas les questions. Allez voir au MIT. Il y a un quartier qui s'appelle Kendall Square à Cambridge, Mass.
où vous avez toutes les grandes entreprises mondiales de médicaments et de biotech. Il y a, quand j'étais étudiant là-bas, Philippe s'en souvient aussi, c'était un terrain vague avec que des entrepôts. On n'osait même pas y aller la nuit. Maintenant, vous avez un écosystème qui est le meilleur écosystème du monde dans le domaine. Il n'y a même pas d'école de médecine au MIT, je vous rappelle. Et donc, en fait, ça s'est focalisé autour de quelques personnes remarquables qui ont attiré des étudiants. Ce n'est pas l'État du Massachusetts qui a décidé. Le MIT s'est enrichi parce qu'il possède les terrains autour, qui maintenant valent une fortune. Et donc, voilà, c'est un écosystème, et l'écosystème, ça a été un écosystème entrepreneurial. Et donc, il y avait des compétences, je voudrais insister là-dessus, il y avait des compétences, il y avait quelques personnes en biologie qui étaient absolument remarquables, qui ont attiré les étudiants. MIT a poussé ça, et puis là, le reste, c'est l'histoire. Je voudrais prendre maintenant des questions de la salle. Il y en a beaucoup, donc on ne va évidemment pas pouvoir toutes les prendre. Non, parce que sinon on ne va pas... Voilà. Je sais qu'un mot peut durer... Parfois tu en enchaînes plus d'un. La première question, c'est sur un mot que moi j'avais employé une fois il y a... Enfin, j'avais commencé à le réemployer dans mon journal il y a 6 ou 7 ans. Ça avait été remarqué par des lecteurs, donc ça m'avait impressionné sur la puissance du mot, qui est le mot planification. On sait bien qu'en Chine, il est très employé, et en même temps, on a beaucoup de concurrence. Les Chinois ont fait comme les Japonais, c'est-à-dire qu'ils ont choisi des domaines et dans lesquels il y a eu... donc ils ont planifié ça à très long terme, et en même temps, il y a une concurrence très forte entre acteurs. Donc est-ce que le mot planification vous paraît intéressant dans cette réconciliation ? Philippe. Et rapidement. Je crois qu'il faut avoir une stratégie. Et on avait en France, à un moment donné, la planification indicative. Je ne sais pas ce qui reste quelque chose de ça, mais je crois qu'il faut avoir une politique. Il faut avoir de dire, voilà, je veux aller vers des objectifs et puis des politiques. Je ne sais pas si c'est en termes de planifier. Mais c'est vrai que, par exemple, on a un problème budgétaire. On se dit, voilà, on doit faire des économies sur certaines choses et faire des dépenses sur d'autres. Et ce que j'appelle ça planification. Je dis, par exemple, je dois donner une priorité aux dépenses de croissance, l'éducation, la recherche, l'IA, qui vont porter notre croissance. Et puis, peut-être sur d'autres choses, je dois faire peut-être des économies ou en tout cas contrôler la trajectoire d'augmentation. Est-ce que c'est de la planification ? Tu vois, je profite juste de ça, simplement pour dire un truc, par exemple, sur l'évaluation. Anne parlait des LabEx, en fait, de l'expérience des LabEx, d'accord ? Notamment, les LabEx, on a créé des laboratoires d'excellence, et voilà un argent bien utilisé, parce que ça a stimulé l'innovation de rupture dans des industries géographiquement et technologiquement proches des LabEx. Le crédit impôt recherche, on ne l'a jamais bien évalué. Et si tu veux le changer d'un iota, tu as tout le patronat et les grands patrons, le CAC 40, qui arrivent à dire « je délocalise immédiatement si vous touchez une virgule du crédit impôt recherche ». Et c'est du chantage. Et je crois qu'à un moment donné, il faut stopper ce chantage et dire le crédit impôt recherche, il n'y a aucun tabou, il faut mettre à plat le crédit impôt recherche, il faut voir, ça ne veut pas dire qu'on veut réduire le périmètre, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et si on pense que ça ne favorise pas l'innovation de rupture, on réalloue. Ben voilà, par exemple, est-ce que l'inspection des finances, vous travaillez sur le crédit impôt recherche? C'est long overdue, hein, long overdue. Mais par exemple, le LabEx, on sait que ça marche, que ça donne de l'innovation de rupture. Le crédit impôt recherche, il n'y a aucune preuve que ça donne aucune innovation de rupture. J'ai même un ami qui était chez Total, et qui est même devenu ministre, et qui me dit, mais moi je peux te garantir que le crédit impôt recherche d'utilité était tout sauf sur l'innovation, quoi, voilà. Donc je pense que, voilà je ne sais pas si c'est de la planification, mais c'est en tout cas de l'évaluation de politique publique. On a un mot sur la planification ? Oui, non, juste, pas pour défendre l'IGF, mais nous, on travaille sur les sujets sur lesquels on nous demande de travailler. On n'a pas le choix de notre programme de travail, donc on est missionné par des ministres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aucun ministre ne nous a demandé d'évaluer le CIA. Mais ça, je pense que ça viendra. Honnêtement, je pense que ça viendra. Il ne faut pas désespérer non plus. Juste, je n'ai pas répondu à la question de Jean-Marc sur la commande publique. Je dirais que pour les vaccins, malgré tout, la commande publique a été assez essentielle dans la découverte des vaccins anti-Covid. Donc, il y a des cas où ça marche. Alors là, on a un exemple de situation de crise et d'urgence. Je ne suis pas sûr que la commande publique en matière de voitures, par exemple, ce soit un très bon outil pour favoriser les technologies vertes. Voilà. Jean, un mot sur le mot planification. Je ne suis pas expert en sémantique, hein, mais oui, si tu entends par planification une bonne gouvernance et du pluriannuel, oui, bien sûr.
On a beaucoup parlé de soutien aux technologies de pointe et de rupture, mais en France, le tissu industriel s'est même beaucoup dégradé, en particulier depuis une quinzaine d'années. Est-ce qu'il ne faut pas chercher à préserver ou à reconstituer des filières, et notamment avec une visée sociale? Qui veut répondre là-dessus? Allez, Philippe. Oui, la notion de filière, j'ai toujours un petit peu peur sur les filières. Mais ça, je laisse Anne et Jean, qui sont difficiles. Voilà, parce que j'ai toujours peur que la filière, ça nous ramène vers du colbertisme, voilà, que je ne veux pas. Moi, j'ai vraiment la politique industrielle, c'est vraiment, on a eu une période où on choisissait des champions et on disait, on va aider la grosse boîte et elle a ses filières et elle a ses sous-traitants et c'est comme ça qu'on va traiter. On va faire de la politique industrielle en s'adressant nous aux gros et eux, ils ont leurs filières. Donc c'est pour ça que j'ai toujours peur du mot filière, tu vois, et que je suis plus d'ARPA ou autre chose que le mot filière. Le côté social, je pense, est important. Je pense que et l'IA, j'espère, va aider. Il faudrait une IA qui aide au dialogue social. Je pense qu'on a souffert d'un manque de dialogue social. Je pense que dans les dernières années, il y avait une opportunité de développer le dialogue social et que ça a été une opportunité qui a été manquée. Alors, elle s'est jamais manquée, il est toujours temps de rattraper. Et je pense qu'aucune grande transformation ne peut se faire sans dialogue social. La grande force des économies scandinaves et rhénanes, c'est que en Allemagne et dans les pays scandinaves, le dialogue social est une composante essentielle du développement économique. Et c'est pour ça que c'est des pays qui sont à la fois innovants, inclusifs, verts. Enfin, je ne dis pas qu'ils sont parfaits dans tout, mais on aimerait devenir comme les pays scandinaves. Et ce qui fait en grande partie le succès des modèles scandinaves, c'est qu'ils mettent le dialogue social au cœur de leur modèle. Et ce que nous ne savons pas faire. Ça me fait un peu frémir quand j'entends filière, ça veut dire effectivement lobbying en général. Je trouve aussi que la question, je l'ai dit, la réindustrialisation, c'est pas un sujet bien défini. Avoir une fabrique, c'est pas forcément la bonne chose, comme on le voit dans les semi-conducteurs. Il faut aller là où il y a une création de valeur. Et que ce soit dans l'informatique ou autre, on le voit très bien. Alors sur le dialogue social, c'est un sujet extrêmement compliqué. Je trouve qu'on devrait faire plus de prospective. Parce qu'on a un choc énorme qui nous arrive en pleine figure, c'est l'IA. Parce que c'est pas, comme toujours, hein, l'innovation, ça détruit des emplois, ça en crée d'autres. Il n'y a rien de nouveau là, sauf que ça va aller 2 fois plus vite, 10 fois plus vite. Et ça va affecter tous les emplois pratiquement. On va avoir un problème d'inégalité gigantesque à cause de l'IA, parce qu'évidemment, la valeur va se faire dans des petits nombres de personnes. Et ça va créer un problème. C'est-à-dire qu'effectivement, ceux qui sont les plus qualifiés vont devenir encore plus productifs. Et on le voit déjà, il y a des travaux empiriques sur la recherche en santé. On voit déjà aussi dans la recherche plus généralement, dans l'expérience personnelle, font que l'IA vous rende plus productif. Mais ça veut dire aussi qu'il y a énormément d'emplois qui vont disparaître. Donc il faut alors, il y a la réponse facile. On peut s'échapper en disant il suffit de donner une bonne éducation, l'éducation continue, etc. Mais même la bonne éducation, je pense que c'est une éducation qui va être beaucoup plus sur la façon de réfléchir et de se former, beaucoup plus que sur des connaissances qui, elles, sont maintenant avec l'IA disponibles partout et utilisables partout. Donc, je n'ai pas la solution parce que c'est un sujet extrêmement, extrêmement complexe. Mais là, on a un mur social qui va poser des tas de problèmes, des problèmes sociétaux. Alors, on peut toujours le résoudre comme les pays pétroliers en disant on va donner de l'argent aux gens simplement parce qu'ils sont citoyens et non pas parce qu'ils travaillent, comme on le fait aussi même un peu en Alaska aussi. Mais est-ce que c'est vraiment question de dignité des salariés? Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent? Je n'en sais rien. Il y a une évolution sociale sur laquelle il faut faire réfléchir. Et encore, faut-il créer cette richesse avant de la redistribuer? C'est toujours la même chose. Si on n'a pas cette richesse et que toute la richesse est en Chine et aux États-Unis, en plus, on n'aura même pas la possibilité de redistribuer l'argent à ceux qui ont perdu leur travail et financer la reconversion de ceux qui... voilà. Donc il y a quelque chose dont on ne parle pas, qui est l'éléphant dans la pièce, sur lequel il va falloir réfléchir. La guerre n'est pas perdue, on a énormément de talent. En Europe, en France, en Europe, on a énormément de talent, mais ce talent profite à l'étranger, pour faire simple, en grande partie.
Et donc, il va falloir qu'on réfléchisse à tout ça. Anne ? Juste peut-être un mot sur cette histoire de réindustrialisation. Il faut bien voir que l'industrie d'aujourd'hui, elle est très peu intensive en travail de toute façon quand elle a des technologies de pointe. Et donc, ceux qui pensent que on va créer une usine, on va créer plein d'emplois, etc., se trompent un peu d'époque en réalité, hein, parce qu'on n'en est plus du tout là. Donc par exemple, quand on investit dans les nanotechnologies, on investit dans des grands hangars où il y a très peu de personnes. Donc finalement, le nerf de la guerre, c'est quand même la formation et la capacité pour les salariés, justement, les indépendants, à se saisir de l'IA. Effectivement, c'est l'éléphant dans la pièce, ça c'est absolument certain. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que des innovations technologiques, il y en a eu plein quand même. Hein. Par exemple, je sais pas moi, quand on a commencé en économie à avoir des ordinateurs permettant de faire un peu d'économétrie, il y a des emplois que ça a supprimés. C'était des gens qui faisaient des calculs avec une machine à calculer, mais ça a fait totalement exploser la capacité à produire des analyses, à recueillir des données, à produire des analyses et à utiliser finalement les ressources permises par et l'évolution des ordinateurs et la collecte des données et l'avancée des techniques économétriques qui évidemment supprimaient la capacité à faire des règles de 3 sur un bout de papier. Donc il y a aussi l'immense possibilité créée par l'IA, mais il ne faut pas se faire d'illusions. C'est certain que, par exemple, moi je discute de temps en temps avec des avocats, dans les cabinets d'avocats, c'est certain que ce que faisaient les jeunes collaborateurs avec avocats est en train d'être complètement remplacé par des demandes qui, bien formulées, apportent des réponses tout à fait satisfaisantes à des questions de revue de littérature, de revue de jurisprudence, etc. Donc, c'est pas, cette fois-ci, ce ne sont pas que des emplois peu qualifiés qui sont substitués, c'est aussi des emplois de qualification beaucoup plus élevés qu'autrefois. Beaucoup de questions sur les États-Unis. Donc, est-ce que le système des agences ne va pas être remis en cause en fait de manière assez radicale par l'administration Trump? Est-ce que l'existence de monopoles finalement ne réussit pas si mal aux États-Unis? Et est-ce qu'il ne faudrait pas chercher à avoir en Europe aussi des monopoles, sachant que ces monopoles dans le numérique sont des monopoles provisoire. On voit bien que Google, je peux vous en parler longuement, Google, pour les médias, ça a été quelque chose d'assez terrible, puisque ça a absorbé, Google et Facebook absorbent à eux deux 90% de la publicité numérique, la publicité en ligne. Donc pour tous les médias, ça a été un esté d'évoluer, de changer de modèle très vite, mais on voit bien que le modèle de Google, qui repose énormément sur la publicité en ligne, est remise en cause et va être remise en cause de manière assez profonde par l'intelligence artificielle. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas finalement s'accommoder ou chercher à avoir des monopoles transitoires? C'est vrai qu'on peut dire quand même que dans le domaine numérique, il y a un espoir de voir les anciens monopoles menacés par des nouvelles entreprises, et le secteur de l'IA ne fait pas exception à ça. Et donc ça, c'est important, parce que ça veut dire quand même que les monopoles qui, pendant 20 ans, ont vraiment dominé tous ces marchés du numérique, sont de fait menacés par des nouveaux entrants qui sont susceptibles de remettre en question leur position. Cela dit, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même que les IA performantes sont adossées à des entreprises de très grande taille. Donc on ne peut pas dire qu'on est là un exemple de tout à fait nouvelles entreprises. Bien sûr, on parle de OpenAI et ChatGPT, et de Mistral en Europe, etc. Mais petit par rapport aux entreprises américaines. Il faut lui souhaiter beaucoup de succès et beaucoup de réussite, mais il n'est pas si grand que ça. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que l'Europe a tout à fait une bonne politique industrielle européenne, consisterait pas seulement à financer, mais aussi à faire en sorte que le marché adressé par ces entreprises soit réellement un marché sans frontières, sans un puzzle ou sans une mosaïque de réglementations différentes auxquelles il faille s'adapter en passant d'un pays à l'autre. Et ça, je pense que si on voulait favoriser la vie de Mistral, le fait de lui d'annihiler
annihiler les barrières administratives et régulatoires un peu inutiles, ce serait probablement une bonne chose à lui proposer. Jean, on me demande de rappeler que tu as aussi eu une distinction française, qui était la médaille d'or du CNRS en 2007. Voilà. Je mentionne ça au passage. Effectivement, moi, je me souviens, c'est un étudiant qui m'a alerté de ça. Je faisais un cours sur les plateformes et la façon dont ils taxent ceux qui font de la publicité, ils taxent les commerçants, ils taxent tout le monde. Et ils se font des rendements absolument gigantesques là-dessus. Et il est arrivé avec une version préliminaire d'un programme d'IA qui s'appelait ChatGPT, qui m'a dit, bon, demande, qu'est-ce que tu as envie de faire bientôt, tu veux passer une semaine de vacances ou ça? Et il commence à me produire, c'était il y a 3 ans, pratiquement 2 ans et demi, un programme de vacances avec les horaires des trains, l'opéra, de je sais pas quoi. Alors là, je me suis dit, oui, si j'étais Google ou Booking, j'en serais mal. Et c'est exactement le point. Alors on voit qu'ils ont quand même gardé leur monopole pendant plus de 20 ans, mais ne vous faites pas d'illusions. OpenAI, une des raisons pour lesquelles sa valorisation est si élevée, c'est qu'en fait, il va se substituer à Google, Booking, etc., et être le nouvel acteur qui va vous taxer. Enfin, vous taxez indirectement, c'est pas vous qui taxez, c'est en fait les commerçants et tout ça, mais enfin, in fine, c'est vous qui payez. Et donc, c'est ça. Alors après, il y aura la vraie innovation, mais il y a une partie de la valorisation de ces entreprises qui est simplement d'être le nouveau monopole qui après va s'arranger pour mettre des barrières à l'entrée. Alors, on ne sait pas trop à ce sujet quelles seront les barrières à l'entrée. Ça peut être les données, ça peut être les prompts, les poids qu'ils mettent, etc. Il y a énormément de choses qui vont intervenir. Et donc, le droit de la concurrence va devoir s'ajuster à ça. Et donc, il faut être proactif et essayer de réfléchir à l'avance comment ça va. Alors, cette session va bientôt s'achever. Il y a une question un peu différente que je voudrais vous poser, qui est arrivée par la tablette. C'est dans cet univers entre concurrence et politique industrielle, pour des gens qui ont envie d'entreprendre, pour un jeune qui aurait envie d'entreprendre, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour l'encourager, qui veut entreprendre en Europe? Qu'est-ce que vous pourriez dire pour l'encourager? Et puis, il y avait une question subsidiaire dans la même question qui était « Avez-vous perdu votre enthousiasme ?» Moi, par exemple, je pense que l'Europe, elle a des choses qui peuvent attirer des jeunes entrepreneurs. D'abord, la démocratie et la liberté, je crois que c'est une valeur très importante et elle est maintenant européenne, plus que jamais, puisque aux États-Unis, comme vous le savez, la démocratie, les gens ont peur de parler. Moi, j'étais à des meetings ou des conférences où les gens ont peur de parler aux États-Unis. En Europe, on n'a pas peur de parler pour le moment. Voilà. Espérons que ça, c'est number one. La deuxième chose, c'est que il y a quand même l'idée d'un modèle social. Alors, on peut améliorer beaucoup notre modèle social et je pense qu'on a beaucoup à faire, mais vous ne voudriez certainement pas avoir le modèle social américain. Vous ne voulez pas tomber malade aux États-Unis. Donc, on est encore très loin de quelque chose de satisfaisant, mais on est mieux que les États-Unis. Et la troisième chose, c'est que l'environnement, c'est quelque chose qui nous concerne. Et aux États-Unis, maintenant, ils tournent le dos à l'environnement. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre de valeurs que nous incarnons en Europe, et je pense que ça va attirer on a ce qu'on appelle le soft power. On peut attirer des gens. Les chercheurs, ils ne veulent pas juste gagner de l'argent, ils veulent être dans un environnement démocratique, avec un modèle social qui fonctionne. Et je crois que l'Europe a cette possibilité-là, et on a ce vivier fantastique de chercheurs. Et moi, je suis rentré des États-Unis il y a 10 ans, j'ai démissionné d'Harvard. Au début, les gens m'ont dit « mais tu es fou, on ne démissionne pas d'Harvard », et je ne regrette pas de l'avoir fait. Je crois que c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Il me semble que ni les uns ni les autres autour de cette table, on me donne l'impression d'avoir perdu de l'enthousiasme pour quoi que ce soit. Bon. Jean, conseil à un jeune qui aurait envie d'entreprendre en Europe? Il faut croire en soi. Je veux dire, Philippe. Non, mais je plaisante pas. On voit que la France, par exemple, les gens qui sortent des universités, un petit peu moins vrai à grandes écoles, n'entreprenent pas. En particulier, il y a très peu de cours sur l'entrepreneuriat. Et après, on ne sait pas. Parfois, il y a des collègues qui vous regardent de façon bizarre, mais moins maintenant. Je crois qu'il faut comprendre que l'entrepreneuriat, après c'est vraiment
quelque chose, il faut se plonger à fond. C'est clair que quand on voit l'activité que ce soit à Silicon Valley ou au MIT que je citais précédemment, c'est important. Mais on a nos atouts, il ne faut pas oublier. Philippe les a rappelés. Il faut les tenir parce qu'il ne faut pas croire qu'on est complètement une exception non plus. Ça pourrait arriver en Europe, tout ça. Les États-Unis, n'oublions pas, étaient un des piliers de l'état de droit. Hein. Il y avait des libertés. Quand je suis allé comme étudiant aux États-Unis, j'ai découvert des tas de libertés que je n'avais pas en Europe. Et donc, quand on voit en quelques mois comment ça a totalement basculé, il faut être quand même sur nos gardes. Et soyez sur vos gardes. Mais ceci dit, je pense qu'on a des tas d'atouts. Et donc, si on croit et que si on se lance, mais c'est là que vous avez besoin non seulement de vous-même, vous avez besoin aussi de l'État. Et que l'État, effectivement, adopte une politique qui fasse naître finalement nos champions, mais les vrais champions, et non pas ceux qui vont après les subventions. Alors, il y avait aussi des questions sur des sujets sur lesquels Philippe s'est exprimé, notamment sur la taxation des plus riches pour financer l'innovation. Mais tu t'es déjà beaucoup exprimé sur le sujet, et puis ça nous éloignait un tout petit peu du lien avec la politique de la concurrence. Il y avait plusieurs remarques sur le fait que les citoyens, chacun d'entre nous, a aussi un rôle à jouer. Et par exemple, et si les citoyens devenaient acteurs de l'innovation en utilisant Mistral plutôt que ChatGPT. Personnellement, je retiendrai trois leçons de vos échanges très riches. Premièrement, il faut réfléchir en termes économiques. Deuxièmement, il faut écouter les scientifiques. Et donc, je pense que là, continuer d'assister aux journées de l'économie et tirer-en tout ce qu'on peut en tirer. Et puis le troisième est plus large, mais plus difficile à faire dans le cadre des journées d'économie, c'est qu'il faut distribuer autrement les chocolats. Merci à toutes et à tous.